Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons démarrer cette conférence par une question. Connaissez-vous le pansori? C'est ce que nous allons voir ce soir avec nos deux conférenciers, Madame Han Yumi et Monsieur Hervé Péjaudier. Mais avant de vous les présenter, je vais d'abord laisser la parole à Monsieur le directeur du Centre culturel coréen, Monsieur John Hae-moon, qui va vous dire quelques mots. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir ce soir dans notre centre. D'autant plus heureux que nous reprenons peu à peu nos activités après une longue période de crise sanitaire qui avait lourdement impacté toutes nos activités. Cet automne, nous avons voulu mettre en lumière le pansori, un art coréen qui est très enraciné dans notre culture. On dit d'ailleurs souvent qu'il est le reflet de l'âme coréenne. Et cette conférence est une sorte d'introduction que nous proposons en préambule à plusieurs autres événements concernant le pansori qui vont se succéder. Spectacle du collectif Ipkwason les 29 et 30 septembre, projection spéciale Ciné Pansori les 7 et 13 octobre, et enfin concert de pansori traditionnel avec les super chanteuses Min Hye-sung, Choi Soo-jung et Kwon Eun-kyung les 14 et 15 octobre. Pour nous présenter ce soir l'art du pansori, nous accueillons deux spécialistes qui ouvrent activement depuis des années à sa popularisation en France, Madame Han Yumi, enseignante, conférencière, traductrice de nombreux livres coréens. Monsieur Hervé Péjaudier, comédien et coproducteur qui co-dirige avec Madame Han Yumi la collection Scènes coréennes aux éditions Imago. Collection dans laquelle nos deux invités ont publié depuis 2004 plus d'une trentaine de livres, romans coréens, poésie, théâtre et aussi plusieurs livres qui concernent le pansori. Je les remercie donc vivement de nous proposer cette conférence. J'adresse également tous mes remerciements aux deux artistes du collectif Ipkwason, Mesdames Kim So-jin, chanteuse, et Lee Hyang-ha, percussionniste, qui mettent ce soir leur talent au service du pansori. Leur participation permettra de donner à cette présentation une illustration vocale tout à fait essentielle pour sentir vraiment et comprendre cet art traditionnel coréen. La conférence à laquelle vous allez assister sera donc vivante, chantante, plutôt originale donc, et je crois qu'elle devrait vous plaire. Merci de votre attention et excellente soirée à tous. Merci, Monsieur le directeur. Alors, on vient de présenter nos deux conférenciers, Madame Han Yumi et Monsieur Hervé Péjaudier, qui sont également les fondateurs du festival K-Vox, dont c'est la 9e édition cette année. Juste pour vous expliquer le déroulement de la soirée, donc, nos conférenciers vont vous expliquer tout sur le pansori.
Cette conférence sera également ponctuée d'une mini-interprétation de Pansori par mesdames Kim So-jin et madame Liliana, qui vont vous interpréter quelques extraits. Après cela, il y aura une séance de questions-réponses pendant une quinzaine de petites minutes. Donc si vous avez des questions à l'issue de cette conférence, on vous passera des micros et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez sur le sujet. Voilà, je laisse la parole maintenant à madame Hamili et monsieur Ravi-Peltier. Bonsoir. 안녕하세요. Après les périodes tourmentées que nous avons tous vécues, nous sommes très heureux d'ouvrir ce soir la 9e édition de notre K-Vox Festival Voix coréenne et d'étraîner en nouveau lieu pour nous ce superbe auditorium où nous accueille le Centre culturel coréen, fidèle partenaire depuis nos débuts. Je tiens à remercier tout particulièrement M. Chun Hae-woong, directeur du Centre culturel coréen, pour ses paroles chaleureuses, ainsi que toute son équipe. En particulier, notre festival n'aurait pu avoir lieu cette année sans le travail remarquable de Mme Yoo Hae-in et Mme Woo Ji-young, ainsi que Mme Victoria Spence, sans oublier Georges Arsenievich. C'est grâce à tous leurs efforts que vous allez donc pouvoir découvrir ou redécouvrir le Pansori. Et même si le genre commence à avoir, depuis le début des années 2000, une belle histoire en France, il me semble qu'aujourd'hui encore, la question reste posée. Connaissez-vous le Pansori ? Si la photo que vous voyez ici vous rappelle quelque chose, alors vous pouvez sans doute répondre oui à cette question. C'est que vous avez lu le livre. Mais même si vous n'avez pas lu ce livre, ni suivi un stage, ni même vu un Pansori, vous commencerez à avoir des notions après avoir assisté à notre conférence spectacle. Et surtout quand vous découvrirez le travail de la jeune compagnie Ip Kwon, qui vous présentera les voies nouvelles du genre dans les jours qui suivent. Et quand vous aurez assisté au programme entièrement classique donné par les deux grandes maîtres, Tae Soo-jung et Min Hae-sung, les 14 et 15 octobre, attention, si vous n'avez pas encore réservé, cela risque d'être vite complet. Vous voyez, le seul virus qu'on veut vous inoculer, c'est celui du Pansori. Et d'ailleurs, notre ambition est somme toute très mesurée. Nous voudrions au moins que le Pansori soit reconnu dans les dictionnaires au même titre que ces arts non moins lointains et bizarres que le katakali, le no, le kabuki. On voudrait que ça arrête d'être souligné en rouge par le logiciel Word, comme si c'était une faute. Ça viendra, ça viendra. Et voilà. Est-ce que nous avons... Voilà, est-ce que nous avons parmi nous ce soir des personnes qui n'auraient jamais vu, entendu une chanteuse de Pansori en live? Il y en a. Eh bien, ils ont une grande chance car nous allons débuter notre exposé de la manière la plus évidente qui soit par un air de Pansori. Je vous demande donc d'accueillir Madame Kim So-jin, Sori-kun et Ihana Gosu. Kim So-jin, Ihana. Comme le dit la chanteuse de Pansori An Suk-sun, 예, 춘향아, 우리 한번 업고 놀자. 아이고, 부끄러워서 어찌 업고 논단 말이오. 건넌방 어머니가 아시면 어쩌려고 그러시오. 너희 어머니는 소시대이보다 훨씬 더 했다고 하더라. 참말 말고 업고 놀자. 이 오너라 업고 놀자. 이 오너라 업고 놀자. 사랑
봐 옷봉지 떼끌고 강릉백청을 따라라라라 부어 신랑 발라버리고 붉은 정금 툭땅 한간 진수로 뻐그라느냐 아니 그것도 나는 실수 그러면 무엇을 버그라느냐 땡도를 주랴 도도를 주랴 귤병 사탕의 해와 당을 주랴 아매도 때 사랑아 지금 덜덜 긴 살고 작은 이도령 서른이 버그라느냐 아니 그것도 나는 싫어 아매도 때 사랑아 저그리 가거라 뒤태를 보자 이리 오너라 앞태를 보자 아장아장 걸어라 걷는 개를 보자 빵그도 서라 입속을 보자 아매도 내 사랑아 잘한다. Waouh. Comme le dit la superbe chanteuse Anne Soxon, même 2 minutes de Pansori, c'est déjà tout le Pansori. Mais comment le définir? Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous Qu'est-ce avez qui vous a entendu? frappé le plus? Surtout ceux qui n'ont jamais vraiment vu ou entendu. La voix. Les interjections. Ouais. Sinon, qu'est-ce qui vous frappe d'abord? Avec le masque, c'est pas facile, il faut parler fort. De chanter. Eh oui, Et eh puis, vous avez surtout entendu une voix. Une voix, en fait. Une voix C'est ça qu'on prend. assez étrange, puissante et assez rock. Un critique français a même une fois parlé d'opéra rock pour définir le genre. Opéra rock pour opéra rock. Hein. Hell canto pour bel canto, c'est-à-dire un chant d'enfer, quoi, en fait, au lieu du bon chant. Vous voyez que dans ces deux jeux de mots, le rapprochement est fait avec l'opéra occidental, mais un opéra qui serait du côté de la barbarie, du rauque, de l'infernal. Et encore, notre chanteuse n'a pas la voix la plus rauque du monde. C'est bien pire parfois, quoi. Mais ça travaille sur cette raucité-là. Bref, un genre assez mystérieux. L'étymologie raconte bien ce qu'est le pansori, du sori dans un pan. Le pan, c'est l'espace d'une place de village, là où les gens se réunissent, espace à la fois ouvert, où on peut circuler comme on veut, et fermé autour de l'interprète. D'une certaine manière, l'interprète crée le pan en établissant le rapport avec un public actif. Nous sommes du côté du théâtre de rue, du théâtre de foire, de la commedia dell'arte. Quant au sori, c'est assez étrange, puisque ce mot désigne aussi bien le bruit que le chant ou la voix. Ça dépend de celui qui le dit. Sori, ça peut être un bruit pour ceux qui détestent cet art populaire peu policé, du chant pour ceux qui sont très sensibles. Et en dehors tout jugement, c'est, nous l'avons vu, une voix qui fait au moins 3 choses: de la musique, du récit et du jeu. Même si la voix chantée apparaît à l'évidence comme prioritaire, elle n'en reste pas moins fondamentalement liée à un texte dont il faut faire passer le sens et à une gestuelle qui lui donne vie. En ce sens, on peut sans doute rapprocher la solikun d'une chanteuse d'opéra. D'ailleurs, le nom lui-même peut changer. Kwangde, qui est plus proche du saltimbanque, solikun, plutôt grande chanteuse, ou même Myung-chang, la virtuose du chant. Nous dirons, nous, on parle de chanteuse de pansori pour aller au plus simple, par commodité, pour désigner ce type de performeur ou performeuse prise dans cette triple action: chanter, raconter, jouer. Les plus grands interprètes sont ceux qui maîtrisent à égalité les trois.
Ensuite, le chanteur ou la chanteuse sur scène se trouve dans un nouveau dispositif triangulaire, plus large, interactif, reliant un chanteur, un joueur de tambour et un public qui relance par ses cris ce qu'on appelle le chuimse. Très important pour qu'une représentation soit vivante, nous y reviendrons. Vous avez bien sûr remarqué ces interjections lancées par la joueuse de tambour. Vous avez entendu aussi qu'il y a eu une alternance entre un passage parlé, anili, au début, et un passage chanté, chang, ensuite. C'est une construction systématique des récitatifs alternent avec des airs nommés selon leur rythme au nombre de 5 ou 6 majoritairement. Chaque rythme peut lui-même être interprété selon 3 modes principaux. Le système est très riche et complexe. Ben voilà, en 5 minutes, nous avons déjà pu définir les grandes lignes de ce genre, qui a l'air si bien fixé. Trésor national coréen depuis les années 60, patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2003, mais fixé veut-il dire figé? Si l'on veut comprendre la vitalité du pansori aujourd'hui, il faut que nous retracions brièvement son histoire. On dit que le pansori remonte à la nuit des temps, mais la nuit des temps, en général, ça ne remonte guère au-delà du XVIIIe siècle. C'est le cas du pansori qui, en tant que tel, est apparu à cette époque sur les places des villages ou dans les foires des provinces du sud-ouest Jeollado, région à la très forte tradition musicale populaire au sein des troupes de saltimbanques itinérants interprétées par des hommes. Quelles seraient donc les sources du pansori? Généralement, on en propose 3. Les raconteurs d'histoires, les chanteurs de ballades et les femmes chamanes. Ce sont d'ailleurs leurs maris, musiciens accompagnateurs, qui auraient inventé le pansori dans un mouvement d'émancipation masculine. Eux aussi voulaient être des vedettes, et ça a marché. Les premières traces certaines que nous avons remontent au XVIIIe siècle. La société coréenne est en pleine expansion et de jeunes lettrés modernes s'intéressant à la culture populaire découvrent le pansori. C'est ainsi qu'en 1753, un lettré en voyage admire dans un village de sud-ouest l'histoire chantée de Chunyang. Il en fera un long poème qui se conclut par d'une histoire remarquable qui ne peut être pleinement exprimée que par le chant. Le poète a ici retranscrit les paroles du chanteur. Ces traces admirables sont à présent gravées dans le bois. Que ces belles choses soient désormais transmises pour les 1000 ans à venir. Quel enthousiasme pour la première trace écrite dans pansori. L'image que nous voyons date du XIXe siècle et nous montre le célèbre Moongap en pleine représentation. Un poète de cette époque, Song Man-jae, fait l'éloge de ce chant en insistant sur ses sources populaires, même si le genre trouve un nouveau public chez les nobles et les lettrés, que l'on voit ici à droite et vers qui le chanteur se tourne et le public populaire se trouve derrière le chanteur à la place entre guillemets inférieure. Le chanteur et le tambour se mettent face à face, à l'est et à l'ouest. Pour écouter le chant, la place inférieure vaut mieux que la supérieure. Cette joie-là peut être partagée avec n'importe quelle personne. L'évolution est en marche, issue du peuple, soutenue par de jeunes lettrés qui vont améliorer les textes, parfois les chanter. Le pansori va élargir son audition géographiquement en remontant vers la capitale et socialement en gagnant les demeures des nobles yangban, puis à la cour royale. Certains grands chanteurs sont de véritables stars et ce dès le début du XIXe siècle, comme en témoigne ce poème à la gloire d'un certain Woo Chun-dae. Le chant de Woo Chun-dae est le meilleur de notre époque. Il enchaîne les plaisanteries en combinant paroles et gestes. Ses propos délurés agacent doucement les femmes.
Ses cris s'envolent au plein cœur du bleu du ciel. Sa fraîcheur est celle des pétales qui virevoltent sous le souffle du vent printanier. Sa vivacité est celle du général qui esquive flèches et pierres. Sa voix lui surgit des tréfonds de la gorge comme s'il était possédé. Ses chants se modulent si merveilleusement que nul ne peut y résister. On l'écoute sans fin et l'on oublie que le soleil s'est couché derrière le pavillon au bord du lac. Il purifie des souillures du monde le cœur des invités de la tribune officielle. Mais les gouttes d'eau commencent à tomber et le joueur de tambour se retire tandis que les nuages solitaires flottent au-dessus des monts qui verdoient au loin. Je suis si ivre, l'on doit me soutenir pour descendre les marches et je tourne une dernière fois la tête en arrière. Les quatre coins de ma maison résonnent encore de ce souvenir. Vers 1870, nous allons assister à un tournant décisif avec deux phénomènes conjoints, la yangbanisation et la féminisation. Shin Jae-hyo et Jin Chae-son, le vieux maître et la jeune élève, sont aujourd'hui encore des figures reconnues, comme vous pouvez le voir au milieu. Ce sont des héros de drama. Shin Jae-hyo est en lettré passionné par le genre qui va créer une véritable école pour dégrossir les chanteurs de Pansori. Il rédige même un manuel abordant tous les aspects du genre, les rythmes, les modes, les techniques vocales, tenue sur scène, respect du texte, etc., etc. Par ailleurs, il enrichit les textes, en particulier en les ancrant dans la culture poétique chinoise. Il est le plus important représentant de ce mouvement qui va permettre au Pansori de s'imposer comme un art véritable, respectable, ce que nous avons appelé, nous, la yangbanisation, du nom des nobles coréens, Yangban, sur le modèle de la gentrification. Le deuxième apport essentiel de Shin Jae-hyo, il va former des chanteuses, ce qui est une véritable révolution irréversible. Les femmes vont devenir désormais interprètes de Pansori et vont devenir presque aussitôt des stars, à égalité avec les hommes et avec le même répertoire. Il nous semble que le moment est venu d'illustrer ces deux points historiquement essentiels. D'abord, concernant la place des femmes, la nouvelle de Lee Chang-jun et le film d'Im Kwon-taek ont imposé cette image d'une féminisation du genre. Aujourd'hui, de fait, les femmes sont majoritaires, et même au tambour, ce qui est assez récent. Nous vous demandons d'applaudir de nouveau nos interprètes qui vont illustrer nos propos. Kim So-jin. Vous avez vu, au début, on avait un homme qui chante, un homme au tambour. Vous voyez que la situation a évolué. Et oui, il faut savoir que toute chanteuse de Pansori, de toute façon, apprend tous les rythmes et les apprend au tambour. Elle s'accompagne au tambour quand elle travaille ses airs. Donc il n'y a aucune raison a priori de réserver le rôle d'accompagnateur à un homme. Pour illustrer notre second point, les innovations, ces deux jeunes femmes vont nous interpréter deux airs qui montrent bien comment le Pansori est devenu une forme artistique plus sophistiquée qu'à ses débuts, en inventant des nouveaux rythmes plus virtuoses. Il s'agit de développer la virtuosité des interprètes et de renforcer la puissance des effets avec d'un côté un rythme très long, Jinyangjo, souvent une lamentation ou une méditation, et de l'autre côté un rythme très rapide, Jajumori. Pour que vous vous rendiez mieux compte, Lee Han-ha va d'abord vous jouer le schéma rythmique du Jinyangjo.
Nous allons à présent entendre 2 airs extraits de Sugunga, le dit du palais du fond des mers. Le premier, je vous résume puisque vous n'aurez pas de surtitrage ici, le premier nous conte le long et merveilleux voyage de la tortue plongeant jusqu'au fond des mers en portant sur son dos le lapin qu'elle ramène au roi dragon. Un pur moment de lyrisme. Le second sera un air très agité dans lequel des mouches, rencontrant le lapin ayant fui le fond des mers, le mettent en garde contre la main des hommes. On peut comprendre pourquoi venant d'une mouche. 용왕이 토끼를 풀어주라고 어병을 하여노니 별주부 할 일 없이 토끼를 업고 세상을 다시 나오는디 가자 어서 가자 이수를 건너 백로주를 어서 가자 고국 삼천이 아니 대용 삼산을 바라보니 청태원에 물어 있고 일락장사 추세원 헌이푸지 하차 조상군고 한 곳을 당도하니 한 사람이 나오는니 푸른 옷 입고 검문관을 쓰고 거수에 읍을헌형 회공문수로 왕매상거천이라 참 토끼 대화를 기게 청산하니 환구를 과제하니요 탁종 무림하니 대물과 공황이요 소무지식하고 유해평생이라 토끼 아무리 꽤 많은데 사람의 손을 당할 수냐 사람의 내력이라는 건 내 일장 중에 있나니 내 일을 괜히 한 건 들어 사람의 내력을 들어라 사람의 손이라 허난데 엎어놓으면 하나리요 뱃새 놓으면 땅인디 이리저리 금이 있기는 이걸 다니는 길이요 엄지 장가락이 2마리기는 천지인삼대요 지가락이 장가락만 못하기는 정월 2월 3가락이 그중에 길기는 4월 5월 6월이 명지가락이 장가락만 못하기는 7월 8월 9월이요 소지가 근육이 떨기는 10월 금지선 달인이 좌우묘유가 여기에 건강하니 손이곤 선천백리가 여기 불도로 두고 일라도 가분중령 간상령 여기 있고요 오늘 부르 대장령 천지가 모두 일장 중이라 니 아무리 꽤 많은데 사람 손을 당할 소냐 정말 알고 죽어 지금 잘한다. Voilà, si vous voulez découvrir le détail des incroyables textes qu'elle vient de chanter, il s'agit des airs numéros 62 et 79 que vous trouverez dans notre édition de Sugunga, en vente à la table de Clémence du Phénix, qui est à la sortie avec d'autres titres
non moins remarquable. Et voilà, vous savez presque tout sur le pansori. Reste à voir encore deux choses essentielles, la transmission et le répertoire. Il s'agit d'une transmission purement orale. Le maître et l'élève se font face. Le maître chante un fragment de plus en plus long en frappant le tambour. L'élève répète le plus exactement possible jusqu'à ne plus en pouvoir. C'est simple. On ne s'arrêtera qu'au bout de plusieurs années lorsque l'élève possédera l'œuvre complète, entre 3 et 8 heures, et pourra espérer devenir maître à son tour. Regardez cette image. La trésor nationale Pak Song-hee face à son élève, la jeune maître Minnesang, que vous retrouverez, je vous rappelle, les 14 et 15 octobre ici. Au milieu, regardez la photo qui est sur le mur. Il s'agit de la célèbre Pak Nok-ju, qui fut la maître de Pak Song-hee et qui apprit elle-même auprès d'un des plus célèbres maîtres anciens, Songman-ga. Ainsi se trouvent réunies sur cette photo 4 générations dans une même pièce, et la transmission passe ainsi du 19e au 21e siècle. Ensuite, l'élève devenu maître va transmettre à son tour son savoir à ses propres élèves. Dans son essence, le mode de transmission n'a pas changé, des séances face à face et la répétition phrase par phrase. Mais la forme d'apprentissage, elle, a bien évolué, et pas seulement d'un point de vue vestimentaire, assez cool, ce qui n'empêche pas le travail. Voici 2 élèves lors d'un stage à la montagne. Entre 2 séances, face à Madame Minnesang, les jeunes apprentis travaillent très dur pour tout mémoriser. Mais regardez bien, vous avez remarqué 2 détails. Elles disposent à la fois du texte du pansori et de l'enregistrement de leur séance. La transmission orale traditionnelle s'appuie désormais sur de l'enregistré, écrit et oral. Aujourd'hui, c'est comme ça, on gagne du temps. Pour le plaisir, ça c'est incroyable. Voici le texte d'une élève avec ses propres annotations. Inutile de vous dire qu'elle seule peut s'y retrouver. Vous pouvez remarquer également en bas de page la très abondante annotation de ces éditions. Ces grands airs truffés de sino-coréens ne sont souvent pas beaucoup plus faciles à comprendre pour eux que, disons, Montaigne ou Rabelais pour nous. Bref, d'une manière ou d'une autre, c'est ainsi que tous nos chanteurs et chanteuses ont appris et transmettent à leur tour, et qu'une nouvelle génération prometteuse se profile à l'horizon, comme vous en avez la preuve ce soir. Deuxième question, le sens de ces histoires. Universel, le pansori l'est certainement, comme les grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'humanité. Le message qu'il transmet est à la fois simple pour toucher le cœur, mais aussi complexe pour séduire l'intelligence. Ce mélange de simplicité et de complexité, de culture savante et de culture populaire, se retrouve dans chacun des 5 pansori restants. Il n'en reste que 5 sur, dit-on, 12 ayant existé, il y a encore un siècle. Étrangement, ces 5 pansori qui ont réussi à survivre sont réputés illustrer exactement les 5 grands principes du confucianisme, terme à terme. D'abord, le dit de Simchang, La soumission filiale, le dit de Hongbo, la primauté du droit d'aînesse, le dit de la falaise rouge, le respect de l'amitié jurée, le dit de Chunyang, la soumission de l'épouse à son mari, le dit du palais du fond des mers. le dévouement du ministre à son roi. Alors, les pansori seraient-ils de simples fables morales destinées à enseigner les règles de l'idéologie dominante confucianiste? Nous découvrons ici un autre aspect des pansori. C'est que l'on peut en faire un pitch, un résumé en 2 pages ou même en 2 lignes. Pour le plaisir du jeu, nous allons vous donner 2 versions des 5 pitchs. Voici les pitchs confucianistes. Le dit de Simchang, La jeune Sim Shim Chong sacrifie sa vie pour sauver son pauvre père aveugle du parjure. le dit de Hongbo, Le bon Humbo invite son frère aîné à partager avec lui sa soudaine fortune. le dit de la falaise rouge, Les guerriers vaincus de la fameuse bataille de la Falaise Rouge restent soudés par leur lien d'amitié. le dit de Chunyang, La jeune Chunyang résiste jusqu'à encourir la mort pour rester fidèle à son époux.
Le dit du palais du fond des mers. Le courageux officier tortue se dévoue admirablement pour la guérison de son souverain, le roi dragon. Tout cela est vrai, mais ce tableau des concordances n'était pas un peu trop parfait? Voyons un second pitch avec un regard volontairement contradictoire. Le dit de Simchang. Le père Shim fait des promesses insensées à un moine corrompu, ce qui oblige sa fille à se vendre à des marins de passage qui la jettent dans la mer. Le dit de Hongbo. Le frère de Hungbo est une riche canaille violente qui l'a jeté dans la misère. Le dit de la falaise rouge. Les pseudo-héros de la falaise rouge ne sont jamais que de piètres stratèges, ambitieux et lâches. Le dit de Chunyang. Chunyang est une gamine séduite et abandonnée par le fils du préfet. Le dit du palais du fond des mers. Le roi dragon est un imbécile. Lui et son officier tortue se font rouler dans la farine par un lapin malin. Et cela est vrai aussi. Quel pitoyable portrait des 5 grandes figures du père, de l'aîné, de l'ami, de l'époux ou du ministre. On l'aura compris, la force du pincelier est de jouer entre ces deux aspects, de respect et de transgression, de moralité et d'immoralité, à la fois populaire et savant, sérieux et ironique. Il faut dire que les œuvres restantes ont pris leur temps pour se développer. Vous voyez, cela dure tout de même entre 3 et 8 heures. Mais on avait parlé d'au moins 12 pinceliers. Où sont donc les 7 restants? Ont-ils tous disparu au long du XXe siècle? Si la transmission s'achève, il ne reste plus que des traces. Mais voilà qu'au XXIe siècle ressurgit un pansori que l'on croyait définitivement perdu. C'est qu'en réalité, au long du XXe siècle, 2-3 chanteuses se l'étaient transmis, en l'occurrence Madame Park Sung-hee, que nous venons de voir, et qui l'a transmis à Madame Min Hye-sung, qui l'a créé en Corée, mais aussi en France en 2018, au festival Kavox, ainsi que lors d'un concert mémorable en 2019 dans l'ancien centre culturel coréen, lorsqu'elle a enregistré en France chez Buda Music. Et vous voyez, le pansori est un genre bien vivant, une manière de raconter des histoires. Chaque chanteur se l'approprie à sa façon, ce qui explique le grand nombre de variantes plus ou moins importantes entre deux versions selon les maîtres et les écoles. Mais l'essentiel est toujours de transmettre un récit à un public. Ce qui pose la question de la réception. Car cet art si essentiellement coréen, que devient-il hors de Corée? Le pansori est désormais patrimoine de l'humanité tout entière selon l'UNESCO, mais cela suppose que la dite humanité puisse comprendre l'histoire qu'on lui raconte. C'est évident en particulier pour les intégrales. Même si on adore le chant, la voix, plusieurs heures sans rien comprendre peut devenir assez pénible pour le public, mais aussi pour l'interprète. Et d'ailleurs, j'y pense. Vous vous souvenez, le morceau par lequel nous avons ouvert cette conférence, Kim So-jin vous a raconté quelque chose. Mais quoi? Sur le coup, on est d'abord fasciné par la voix, l'engagement de la chanteuse, la présence du tambour, mais que disait-elle? De quoi s'agissait-il selon vous? Alors, je vous laisse les choix. 1. Un chant de désespoir. 2. Une description de paysage. 3. Une bataille au temps des 3 royaumes. 4. Ne se prononce pas. Alors, pour vous? 3 royaumes. Paysage. Alors, en fait, c'était un dialogue amoureux. On n'aurait pas dû leur dire, on aurait dû laisser entendre le surtitrage. Continue. Nous allons, oui, ben si. Mais bon, alors. Oui, c'est un chant d'amour. Je pense qu'il y en a qui ont eu la gentillesse de rien dire, mais Salanga est hyper connu. Il y en a qui ont compris. Et on va vous démontrer grâce à cette belle invention qui s'appelle le surtitrage. Nos deux artistes vont donc nous interpréter ce Salanga, enfin un extrait, c'est un air très long, et c'est surtout le plus célèbre chant d'amour, du plus célèbre des pansori,
Chunyanga, le dit de Chunyang, qu'on a vu tout à l'heure sous le titre Le chant de la fidèle Chunyang, qui est celui du roman et du film. Ce qui doit vous dire quelque chose, parce que ça a remporté un gros succès. Donc, vous allez maintenant découvrir le texte qui a été chanté grâce à Kim So-jin et Lee Young-ga, qui vont venir nous parler d'amour. Mais avant de commencer, nous allons vous inviter, cher public, à entrer dans le PAN, dans le cercle des auditeurs du Soli. Et vous vous souvenez de la manière dont vous pouvez participer? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Je l'entends. Ah, Olshigu en fait partie. Ça s'appelle le Chunse. Voilà, c'est ça que vous allez apprendre. Alors, vous répétez après moi. Olsu. Olsu. Ol시구. Olsigu. 잘한다. Voilà. 좋다. Voilà. Ou bien, vous pouvez dire Ou bien, pourquoi pas bravo. Olé, yé. La seule difficulté, c'est de savoir quand le placer. Ça, c'est... Et voilà. Alors, tout le monde est prêt? Donc, c'est une petite partie de extrait de Saranga. Alors, c'est le moment. La jeune Chunyang et le beau Mongmyong sont au tout début de leur folle histoire d'amour. Ici, nous les trouvons au moment de leur première rencontre. Ils se promènent dans la campagne. Saranga. 예, 준양아, 우리 한번 업고 놀자. 아이고, 부끄러워서 어찌 업고 논단 말이오. 건넌방 어머니가 아시면 어쩌려고 그러시오. 너희 어머니는 소신대이보다 훨씬 더 했다고 하더라. 정말 말고 업고 놀자. 이리 오너라 업고 놀자. 이리 오너라 업고 놀자. 사랑 내 사랑이야. 사랑이로구나 내 사랑이야. 이 사랑이로다. 아메도 내 사랑아. 네가 무엇을 먹으려느냐. 네가 무엇을 먹으려느냐. 둥글둥글 수박 웃봉깃 뜨고 강릉백청을 따라라라라 부어 신랑 발라버리고 붉은 점 움푹땅 한간진수로 뻐그라느냐. 아니 그것도 나를 싫어. 그러면 무엇을 뻐그라느냐. 앵도를 주랴 포도를 주랴 귤며 사탕의회와 닭을 주랴. 아메도 때 사랑아. 시고 털털 개 살고 작은 이소령설은 이제 뻐그라느냐. 아니 그것도 나는 싫어. 아메도 사랑아. 저리 가거라 뒤태를 보자. 이리 오너라 앞태를 보자. 장아장 걸어라 걷는 개를 보자. 빵그도 서라 입속을 보자. 아메도 내 사랑아. Voilà, ce couple est devenu emblématique de l'amour sincère et de la fidélité du... Pardon. Oups. C'est ça. Ouais. C'est du Pansori au roman et du roman au cinéma. Vous les voyez ici dans le film de Im Gon-taek.
le chant de la fille del Chunyamba. Et s'il vous a semblé deviner quelques sous-entendus un peu lestes dans ce texte, Attention, vous n'avez pas complètement tort. Mais reprenons notre parcours. alors au XXe siècle, le pansori aurait pu disparaître, comme tant de formes traditionnelles broyées par un siècle brutal. Pourtant, le genre va non seulement survivre, mais se régénérer. Nous allons étudier rapidement son évolution sous 3 aspects. L'invention du changeuk, ou pansori collectif, la classicisation du répertoire et du genre, et enfin l'émergence parallèle d'un pansori de création. Autour de 1900, le pansori semble à son apogée. Les meilleurs chanteurs, hommes et femmes, sont présents à la cour et le roi leur fait construire un théâtre en dur, premier de Corée. Il faut dire qu'en ces années-là, les Japonais occupent déjà la Corée avant de l'annexer purement et simplement. Sous cette pression, la Corée se modernise, c'est-à-dire s'occidentalise. Le premier théâtre en dur est construit à Séoul pour les chanteurs de pansori, sur le modèle prestigieux, bien qu'un peu ambitieux peut-être à voir la photo du Colisée de Rome. Et ces chanteurs, nombreux désormais hommes et femmes mêlés, forment des troupes professionnelles. Et c'est ainsi qu'ils vont inventer une nouvelle forme, le changeuk. En voyant cette image, vous avez tout compris. Le pansori va essayer d'imiter l'opéra occidental, d'inventer un opéra typiquement coréen sur la base du pansori, un pansori opératique. Rappelez-vous, le pansori, c'est ça. Un performeur fait toutes les voix, un seul tambour, partenaire, en paravent ou même pas, en éventail, un public actif par le chunse. Comparativement, le changeuk, c'est ça. Ici, une version plutôt pour enfants. De Sugunga, chaque personnage est présent, le roi dragon, le lapin, la tortue, la cour, etc. Et on ne peut même plus chunse parce que c'est trop bruyant. Bref, on aura compris la différence. Vous voyez, le pansori est pur et dur, le changeuk est un spectacle à l'occidental. De fait, les deux formes vont vivre parallèlement malgré l'annexion pure et simple du pays par le Japon qui durera jusqu'en 1945. Le pansori ou sa variante changeuk sont si profondément coréens que l'occupant japonais va tout faire pour s'en débarrasser et les troupes sont chassées de la capitale. Le pansori survivra tant bien que mal entre les œuvres du répertoire, les créations de pansori sentimentaux, tolérés ou de pansori patriotiques, clandestins, mais aussi les changeuk, adaptations ou créations permettant que la tradition ne meure pas. Très vite après la libération, la Corée plonge dans une tragique guerre civile et se retrouve coupée en deux en 1953. Nous parlerons donc désormais de la Corée du Sud. Un jeune pays exsangue, amputé du Nord, qui doit entièrement se reconstruire et reconstruire son histoire culturelle grâce à la mise en place de systèmes de trésors nationaux dès les années 60. Le pansori va ainsi bénéficier d'un soutien officiel. Ça tombe bien, car certains des plus grands représentants de l'apogée du début XXe sont encore vivants. La transmission n'a pas été interrompue et le chanteur ou la chanteuse de pansori va finalement changer de statut. Le paria des années 50 va devenir la star des années 2000. On peut désormais parler de classicisation. Les 5 pansori restants sont considérés comme des chefs-d'œuvre patrimoniaux vivants et pas comme des témoignages folkloriques d'époques révolues. Le débat porte maintenant sur la pureté des transmissions, l'authenticité des versions. On organise des tournées à l'international, on prend grand soin des questions de surtitrage, etc. On peut se demander ce que va devenir dans ce contexte le changeuk. Vous vous souvenez, ce rejeton tardif et bâtard qui se voulait plus moderne et plus attractif et espérait remplacer le pansori pur et dur. Dans les années 50-60, ce sont des troupes de femmes qui le perpétuent. On a perdu la mixité. Les chanteuses vieillissent, elles jouent tous les rôles, même les vieux barbus, même les jeunes premières.
l'invention s'essouffle et le public très populaire va se détourner vers des divertissements moins datés, le cinéma, puis la télévision. Et pourtant, le genre a su trouver un nouveau souffle. D'abord, c'est un très bon laboratoire pour les jeunes. Ça crée un esprit de troupe et ça permet de tenter des créations. Le risque, évidemment, vous le voyez, c'est de tomber dans le musical, le kitsch, la comédie musicale avec le fumigène, les nappes de synthétiseurs. Plus le Changuk s'éloigne du Pansori, plus il perd son âme, et à force de vouloir courir après Broadway, il risque de se discréditer. Mais il faut reconnaître qu'on a assisté récemment à un renversement de perspective intéressant avec une politique très volontariste du Théâtre national. C'est ainsi qu'ont été présentées les adaptations de Pansori classiques par des stars de la mise en scène d'opéras occidentaux avec les meilleurs chanteurs coréens. Sugunga, le dit du Palais sous les mers, vous reconnaissez le lapin et la tortue? Et Madame Han Suk-son en personne là-haut. Ici, vous découvrez Chunyanga, le dit de Chunyang, martyrisé par Andrei Servan. Inutile de vous dire que ces deux productions, certes de classe internationale, ont été diversement appréciées. Renversement d'optique avec cette adaptation d'un tragique grec par une créatrice coréenne. Et une superbe synthèse avec cette adaptation d'un Pansori perdu, joyeusement iconoclaste, qui a connu un grand succès, y compris à Paris. Pour tout savoir sur ces questions passionnantes, nous nous permettons de vous conseiller la lecture de ce recueil d'articles primés par l'Académie Charles Cros. Nous voudrions juste insister ce soir sur un point. Il ne faut jamais oublier que le Changuk est entièrement interprété dans le style du Pansori, par des interprètes de Pansori, quelle que soit l'histoire qu'il raconte et les différentes acrobaties de mise en scène. C'est un Pansori en extension, un laboratoire de recherche, où les interprètes s'amusent et puisent des envies qui risquent de déborder le cadre strict des classiques, surtout aujourd'hui qu'ils sont patrimonialisés et qu'il n'en reste que 5. Et voilà où on voulait en venir. À côté de ceux qui sont devenus des classiques, il a toujours existé des Pansori de création liés à leur époque. Souvenez-vous, en 1910, les Japonais annexent la Corée et chassent de Séoul les importantes troupes de Pansori qui se retrouvent sur les routes. Parmi eux, un certain nombre va mettre son art au service de la résistance en créant les Yolsaga, dits ou chants des martyrs ou des patriotes. Il s'agit de chanter les exploits de héros anciens comme l'amiral Yi Sun-shin, vainqueur au XVIIe siècle des Japonais, ou de manière plus directe des grands martyrs de la cause comme Han Jung-gun, condamné à mort en 1919 pour avoir assassiné un haut gradé japonais et d'autres, etc. Ces Pansori sont plus que des œuvres de circonstance. Elles participent de l'histoire de la Corée, au même titre que l'exemple suivant. À la pire époque de la dictature militaire, le grand poète Kim Chi-ha a écrit des ballades qui sont devenues des Pansori violemment satiriques, comme Les 5 voleurs, des océans de merde, qui lui vaudront des années de prison. Gavox aurait prévu de faire venir le merveilleux Im Jin-taek à droite sur la photo pour vous faire découvrir la ballade intitulée « L'histoire d'un bruit », mais hélas, ça n'a pas pu se faire. Nous ferons tout pour réussir notre coup, peut-être l'an prochain. Vous verrez, c'est un bonheur d'humour et de satire toujours valable aujourd'hui. Mais en attendant, si vous voulez découvrir l'univers du Kim Chi-ha, de ses années flamboyantes, nous pouvons vous conseiller la lecture revigorante de son théâtre. Sur la couverture, un dessin de lui qui représente les 5 voleurs. Vous les reconnaîtrez sans peine. Par parenthèse, nous en profitons pour saluer chaleureusement 2 jeunes metteurs en scène français, Simon Machefer et Lisa D'Alessandro, qui ont entrepris en plein Covid de monter une de ces pièces, Napoléon Cognac. Ils sont en plein travail et une place leur est d'ores et déjà réservée dans notre festival Kevox 2022 pour vous présenter leur approche, on l'espère, qui a l'air très engagée et très originale.
Le Pansori est toujours en prise avec son époque, même si les engagements ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, dans ces mêmes années de dictature militaire et de marche forcée vers la réussite économique, l'immense maître Park Dong-jin, né en 1916, qui a tant fait pour la défense du Pansori, va vouloir créer un nouveau genre, le Pansori biblique, Sangso Pansori. Plus de 2 heures de vie de Jésus. On peut parler de résistance spirituelle. On peut voir aussi l'importance que va prendre dans ces années-là l'Église protestante, religion des élites en Corée. Ensuite, dans les années 2000, on va voir émerger des petits Pansori, satires de la vie quotidienne. Les temps ont changé. La Corée du Sud est une démocratie moderne, 11e puissance économique mondiale. La mondialisation est en marche, le capitalisme triomphe et on découvre de nombreux jeunes chanteurs et surtout chanteuses de Pansori qui veulent réinventer un pan. Ils jouent dans la rue des petites pièces dénonçant l'aliénation intitulées « Je crois que je vais devenir folle » ou « Tu l'aimes tant que ça, ta carte de crédit ?» La plus représentative de cette tendance est sans doute Madame Kim Myung-ja, avec des pièces comme La belle-fille robot ménager. ou encore, Bobonne soutient l'équipe de foot de la Corée. et surtout son tube Supertech Ajuma, Super bonne femme, super nana. que quelques-uns d'entre vous ont peut-être vu en Il y en a, 2013, j'en ai vu. en 2013, quand nous l'avons présenté sur la péniche Hanako. Et puis à la fin de la première décennie, on va découvrir le travail de Lee Chalam, très jeune star du Pansori classique, qui s'empare du genre pour adapter du Brecht, un auteur interdit en Corée jusqu'à peu, en osant bousculer tous les codes. Peut-être certains d'entre vous l'ont-ils vu. Elle connaît un grand succès en Corée et à l'étranger, en France en particulier, où elle a joué à Paris, au Festival d'Avignon et au TNT, où elle a aussi présenté toujours d'après Brecht le dit de Femme Courage. Elle ose bousculer le genre, vous voyez, son costume. Il y a aussi le trio de musiciens, 2 percussions et une guitare basse. Il y a des références à la Corée d'aujourd'hui, etc. Nous avons traduit sa première œuvre inédite en Corée. Mais si elle bouscule les apparences, elle est d'abord fidèle à l'esprit profond du Pansori, qui doit parler des joies et des peines du monde d'aujourd'hui à des gens d'aujourd'hui. Elle offre une extraordinaire synthèse moderne du chant et du jeu. Elle a renouvelé le public en sachant toujours s'entourer d'excellents musiciens. Il y a désormais en avant et en après Isalam. Du coup, elle a ouvert la porte à ce que l'on pourrait appeler des jeunes pousses. Citons par exemple Paquinier, dont vous voyez ici qu'elle ne recule pas devant les défis. Elle se fait connaître en adaptant l'inadaptable Bartleby de Melville, puis Macbeth. Nous espérons vraiment pouvoir la faire venir un jour à Paris pour vous la faire découvrir. Elle en vaut vraiment la peine. Mais parmi les jeunes talents ayant émergé ces dernières années, nous voudrions bien sûr terminer en vous présentant les merveilleux Ip Hwa-son, que nous sommes très fiers de vous faire découvrir en concert grâce au soutien du Centre culturel coréen et dont nous avons 2 membres éminents qui ont eu la gentillesse de faire de notre conférence en spectacle. Et Ip Hwa-son, ça veut dire Ip, la bouche, Son, la main, donc le chant et le tambour. Cette Ip Hwa-son Studio, c'est d'abord un collectif dont chaque membre a une double formation pansolistique. Une formation classique auprès des grands maîtres du pansori classique et une formation moderne non moins poussée, en particulier pour avoir participé dès le départ à toute l'aventure brechtienne de Lee Chalam, avant de choisir de voler de leurs propres ailes.
Ils sont vraiment les héritiers de l'histoire du Pansori et s'attaquent à de grands classiques comme ici Chimchonga, le dit de Chimchong, qu'ils s'approprient un peu dans l'esprit d'un Changeuk réinventé. Mais ils conçoivent aussi, collectivement, des Pansori de création, n'hésitant pas à s'attaquer à des histoires venues d'Occident, qui fonctionnent comme des matrices pour l'invention, puisque ces histoires sont très connues en Corée. Non pas que tous les jeunes Coréens aient lu les 500 pages des Misérables, mais au moins tous connaissent la comédie musicale. Dans l'esprit du Pansori de création, il transpose l'histoire de Gavroche en un spectacle d'1 heure situé sous la dictature japonaise. Ils ont même créé un triptyque autour des Misérables avec Fantine et Marius, que nous découvrirons peut-être une autre année. Dans l'esprit des contes, ils ont aussi adapté des histoires d'Andersen. Cela leur permet d'attirer vers le Pansori un public jeune et enthousiaste qu'ils embarquent avec eux grâce à leur humour et leur virtuosité. Nous les avons découverts dans un festival, enfin on les connaissait avant, mais on a découvert ces spectacles-là dans un festival en plein air au bord du fleuve Han en plein été, et c'était magnifique de voir comment ils captent leur public. Je vous laisse noter Andersen, ce sera donc demain 2 fois à 15h et à 19h, s'il reste encore de la place pour glisser une petite souris. Et Gavroche, c'est jeudi et vendredi, s'il reste de la place pour glisser une autre petite souris. Vous avez reconnu les 2 jeunes femmes qui sont sur cette photo. Je vous propose donc de remercier Madame Kim Soo-jin et Madame Lee Hyang-ha de leur prestation en les applaudissant chaleureusement. Voilà. Pour finir, nous vous proposons ce petit récapitulatif des références citées que vous pouvez noter ou photographier, pendant que nous répondrons avec grand plaisir à vos questions avant que vous vous précipitiez voir Clémence pour acheter tous les livres qu'elle a apportés. Et nous répondrons donc avec grand plaisir à vos questions qui seront, j'en suis sûr, aussi nombreuses que pertinentes. J'ajoute que nos 2 jeunes femmes ont accepté aussi, si vous souhaitez leur poser des questions à elles, vous pouvez tout à fait, il vous traduira. Et voilà, on peut mettre un peu, si on peut mettre un peu de lumière sur la salle, peut-être. Le micro. J'en ai. Je sais pas s'il est branché ou non. Normalement, oui. Bon. Oui, j'en ai une qui m'intrigue beaucoup. C'est que le vocabulaire musical du Pansori, les ornementations, les effets de vibrato, etc., même les parties mélodiques ou même toute la gestuelle, a l'air d'être totalement, en tout cas dans le Pansori classique, a l'air d'être fixée. Et donc, je suis très intriguée par la manière dont... Alors, je sais que maintenant, on écrit. Je sais aussi, puisque pour avoir participé à un stage de Madame Song, qu'on écrit aussi les carrures rythmiques d'une certaine manière, mais comment est-ce qu'on transmet, enfin je veux dire, comment ont été transmis ces règles de réalisation musicale et même la composition elle-même, puisqu'elle a l'air d'être extrêmement, strictement fixée, ou est-ce elle peut être modulable selon celui qui transmet? Alors, en réalité, c'est Kim Soo-jin qui devrait répondre évidemment à une question pareille, puisque elle a subi pendant des heures et des heures la transmission en face du maître, tel que vous l'avez vu là. Hein. Là, on est témoin, on y était à ce stage, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment, on répète une phrase courte, puis on allonge la phrase, puis on allonge la phrase, puis après on part travailler et on revient. Et en réalité, pour répondre à ta question, ce qu'on peut dire, ce que moi j'en ai en tout cas compris, c'est que un grand maître t'apprend à la virgule près, à la respiration près, à cet endroit-là, tu fais ça avec l'éventail, à cet endroit-là, tu fais ça, à cet endroit-là, tu tombes, etc. Et il faut faire la même chose. Et une fois qu'on est devenu maître, on se dépêche de changer et d'ajouter, enfin, si on est vraiment devenu un grand maître, on peut modifier légèrement
ajouté les textes, et c'est comme ça que ça s'est construit, et que les 5 Pansoli restants, puisqu'on parle des classiques, connaissent des variantes, en fait. On dit, il y a 3, 4 selon les écoles, il y a 4 ou 5 variantes. Il y a l'école qui est plus expansive, et il y a l'école qui est plus dramatique. En gros, c'est les 2 grandes écoles de l'Est et de l'Ouest. Mais en même temps, nous, depuis le temps qu'on pratique le surtitrage et qu'on reçoit des œuvres de maîtres qui viennent des grands maîtres, etc., même venus de la même école, de la même branche et des mêmes maîtres, quand on a 3 chanteuses, on est obligé de refaire le surtitrage parce qu'il y a toujours une petite variante, il y a une petite blague nouvelle, il y a un truc qui a sauté. Donc c'est à la fois complètement fixe et extrêmement vivant. Mais je peux revenir à ça parce que, encore une fois, ça m'intrigue puisque vous avez fait la relation entre le bel canto et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des ouvrages très précis sur la réalisation vocale du bel canto et tout ça. Est-ce qu'il existe des ouvrages de ce type? Oui, mais justement, est-ce qu'il existe des ouvrages? On n'écrit pas des manuels. Non, il n'y a pas de manuel, mais comment se... Alors maintenant, évidemment, il y a des musicologues qui se sont penchés dessus. Il y a des musicologues occidentaux qui ont voulu absolument transcrire les airs de Pansoli selon le vocabulaire et la grammaire occidentale. Impossible. Je pense qu'on perd, même c'est à peu près comme de transcrire les solos de Charlie Parker, quoi. Et ben on perd l'essence, quoi. Mais peut-être Sophie peut dire quelque chose. Traduit la question à la chanteuse. Oui, parce que c'est quand même très strictement réalisé. Donc, oui, elle a parlé de choses. Quand on commence à apprendre un chant de la part d'un maître, il faut reproduire à la même virgule près la même chose. Mais il y a le mot tegum dans le jargon de Pansoli, dans la grammaire de Pansoli. Tegum, ça veut dire obtenir un son, c'est-à-dire une fois devenu maître, on doit absolument recréer sa version propre. Ça ne veut pas dire qu'on peut chanter n'importe comment, c'est-à-dire on peut améliorer une technique vocale, par-ci, par-là, on doit trouver sa propre couleur. Ça s'appelle tegum. Si on a ça, on devient 명창, une virtuose. Et deuxième question, comme on a dit, le Pansoli c'est une transmission orale. Dans les années 2000, je pense, il y a des tentatives de faire une sorte de partition. Mais en fait, nous, le Pansoli, on ne peut pas noter la mélodie. Nous, on a une propre façon de noter notre chant. Ça s'appelle, dans la partition, ça s'appelle 정감보. Mais en fait, c'est dans un petit case. Là, on peut absolument noter la hauteur des notes. Simplement, ce que vous venez de voir ce soir, il y avait un texte à noter par les élèves. Les chanteurs, ils font ça, que ça, en mémorisant. Ils gribouillent sur le texte, ça monte, ça descend. Et je peux vous dire que nous sommes quelques-uns à avoir participé, grâce au Centre culturel, au magnifique stage de Pansoli de Madame Minnesong, qui a accompagné la création de Kevox, en fait. Les élèves, on faisait la même chose, en fait. À notre modeste niveau, on était pareil, on avait le texte et on bidouillait, ça monte, ça descend, ça tremble, et parce qu'il n'y a pas d'autre méthode, quoi, pour transcrire. Oui, transcrire le Pansoli poserait, si on voulait être rigoureux, ça poserait le même problème que pour ceux qui connaissent le chant en pure musique contemporaine. Voilà, chaque compositeur est obligé d'inventer sa propre méthode pour noter ce qu'il veut entendre. On est un peu dans ce domaine-là. Ou alors, c'est la vieille transcription, c'est absolument génial, c'est la vieille transcription du temps du roi Sejong, celui qui a créé l'alphabet. Non seulement il a créé l'alphabet coréen, le Hangul, mais en plus il a créé un système de notation pour la musique, qu'à l'époque. Et c'est celui-là, au fond, qui est le plus efficace, aujourd'hui encore, pour noter le Pansoli. Et que Madame Kim
Kim So-jin a ajouté est que Pansori, c'est pas une musique à hauteur en fait. C'est-à-dire, on a parlé des modes pour nuancer. Donc, Pansori, on interprète, on raconte une histoire selon ces modes en mettant les couleurs. Ça s'appelle Imyeon, montrer l'autre côté, l'autre face. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas chanter juste à une hauteur. En français, vous dites qui. C'est pour ça que quand il y a le... c'est rarement en si bémol mineur. C'est quoi la note? On doit commencer avec quelle note? Bah, ça marche pas comme ça en fait. C'est-à-dire, voilà. Du coup... Non, mais il y a un vocabulaire précis, ornemental, etc. Enfin, je veux dire, même dans les pansori modernes, puisque j'ai assisté aussi au Brecht et tout. Donc c'est assez... Je veux savoir à l'origine où se trouvent on va dire, ces préconisations de réalisation du texte. Elles se sont voilà. construites vraiment... on ne peut pas dire plus que ce qu'on a dit, à savoir ça vient des foires, ça vient des marchés, mais en même temps, en Occident, l'opéra a surgi d'un coup. On peut dire qu'il y a des ancêtres de l'opéra, mais l'opéra, il a surgi, paf, comme ça, d'un coup, avec des chefs-d'œuvre, avec Monteverdi. D'une certaine manière, j'ai l'impression que le pansori, c'est pareil, on n'en a jamais entendu parler nulle part. En plus, là, c'est vraiment un art populaire, donc ça laisse pas de traces dans les archives, quoi. Et tout d'un coup, paf, ça surgit au 18e, on sait qu'il y a déjà un pansori dont les jeunes lettrés qui voyagent tombent par hasard dans un village, ils entendent ça et disent c'est génial. Et je pense qu'ils disaient pas ça des raconteurs d'histoire ou des chanteurs de ballades ou des trucs qu'il pouvait y avoir sur les marchés. Non, là, ils tombent sur une forme, ils disent c'est génial. Et à partir de là, ça va être la montée depuis les foires jusque chez les Yangban, puis jusqu'au roi, et avec le moment absolument essentiel qui est celui de Shin Chae-yo, qui va prendre le genre et il va se dire maintenant c'est fini, vous vous habillez correctement, vous arrêtez de vous conduire comme des dégoûtants sur scène, vous apprenez à être correct et on va vous faire bosser. Et là, il a amélioré les textes. Et puis il y a un moment où c'est devenu le pansori, et puis c'est devenu du patrimoine, et puis ça s'est effectivement figé parce qu'on doit répéter. Donc il a resté 3-4 écoles, et les versions se sont arrêtées. Et à côté de ça, a surgi le pansori de création, et je dois reconnaître, on en parlait à midi avec Yumi, et je me suis dit, mais au fond, quelqu'un comme Kim So-jin, c'est quand même la première génération où elle a appris avec des maîtres classiques, ça c'est normal, c'est le minimum, elle a vraiment appris des maîtres. Mais elle a appris avec une maître moderne, elle a travaillé avec Icharam. Icharam est la première maître moderne à avoir vraiment, enfin, je charrie un peu parce que quand même, par exemple, les pansori des patriotes existent encore aujourd'hui. Donc d'une certaine manière, la transmission a eu lieu. Mais là, Icharam a transmis son œuvre de création directement à 2 jeunes femmes. Kim Song-gi et puis l'autre chanteuse Sony, qui va chanter Andersen. Et là, elles maintenant prennent en main et font du pansori de création. Et pour faire du pansori de création, c'est toujours la limite, on ne va pas se mettre à faire n'importe quoi. Il faut que ça parte, c'est la base du pansori classique. À la limite, un pansori de création, c'est un classique en devenir. Et vous verrez, si vous pouvez venir, j'espère qu'il reste des places. Vous voyez, par exemple, même ce soir, là, c'était complet. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est complet. Là. Mais si vous pouvez vous faufiler, vraiment, ne ratez pas, vous allez voir, que ce soit le Andersen, qui est vraiment une chose vraiment réjouissante et rigolote et très drôle, parce que c'est entre le pansori et le changue que ça joue, c'est très rigolo. Et puis le Gavroche, qui est vraiment un pansori intégral d'une heure, d'un peu plus d'une heure, qui est vraiment une création complète, quoi. Donc moi c'est un genre que je trouve complètement fascinant, vous l'aurez compris. Autre question. Martina, la salle de parole. Je voudrais poser une première question en rebondissant un peu sur la question de Madame. Est-ce que les ateliers de Minnesong vont reprendre? Ok, donc j'y ai participé la dernière fois au moment où il avait sorti ce Myunga. Et une autre question, j'ai entendu une chanteuse qui a chanté au moment des événements en décembre 2016,
à Séoul. Et la voix qu'elle avait, elle me fait penser à effectivement une chanteuse de pansori, j'ai oublié son nom. Les chants qu'elle chante, ça doit probablement venir de l'histoire des patriotes, notamment elle chantait Arirang. Et une autre chanson, j'ai oublié son nom, mais est-ce qu'il y a des chanteurs qui sont passés, qui ont une formation de pansori, qui passent en variété, enfin, comme un petit peu en Occident, des gens qui ont une formation de chanteurs d'opéra et qui... Oui, alors deux remarques là-dessus. Effectivement, c'est vrai on est passé vite parce qu'on ne pouvait pas tout dire, mais en 2016, quand la chute de la présidente, avec l'histoire de la chamane, etc., tout le scandale qui a abouti à ces manifestations pacifistes extraordinaires à Séoul, il y a eu il y a eu au moins 2 ou 3 chanteurs de pansori qui ont fait des créations. On avait travaillé dessus, on en a même traduit un. C'est tout à fait passionnant parce que c'est vraiment le pansori mis au service de la cause sociale, en fait. Oui. Donc ça existe toujours. Je ne suis pas sûr que ça va se transmettre, c'est toujours la même chose. Pas sûr que ça se transmette, pas sûr que ça reste. Nous, on a essayé, on l'a chopé, on a voulu le traduire, on a même fait une conférence dessus. Mais après, qu'est-ce que ça va devenir? Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette tentation de mettre le pansori au service de ça. Après, vivre en tant que chanteur de pansori, c'est pas évident. Et donc, même si ils ont eu une formation de chanteur de pansori professionnel, ils peuvent changer de profession en cours de route en devenant un chanteur de minyo. Chant populaire, c'est moins difficile. Et que aujourd'hui, en Corée, un autre genre, trot, je ne sais pas si vous avez entendu parler, et il chante même un autre genre. Le teroteux, si vous pouvez deviner d'où ça vient, le teroteux, ça vient du foxtrot. Et donc, voilà, ils changent en cours de route leur métier. Oui, Icharam elle-même, pour l'instant, a mis le pansori un peu entre parenthèses et fait des spectacles, on va dire, beaucoup plus faciles d'accès, enfin, où elle met sa voix, elle met en valeur sa voix, son jeu théâtral, elle se fait plaisir. Nous, on attend un peu qu'elle revienne. Reviens, fais pas ça. Mais bon, en même temps, elle a le droit d'avoir envie d'avoir du succès et de gagner sa vie. C'est un peu ce que dit ce. Et puis alors, on a aussi dans les stars actuelles, les jeunes stars actuelles de la Corée, on a Laure, qui est une de nos lauréates des grands concours Kevox, qui est partie, non seulement elle a fait les stages de Minnesang, elle a passé le concours, elle n'a même pas gagné vraiment, elle a eu le 3e prix, elle est partie en Corée, elle a travaillé avec Minnesang, et aujourd'hui elle passe à la télé sans arrêt. C'est la jeune black française qui chante le pansori. Et qui l'a chanté à l'Élysée, devant le président, devant 2 présidents de la République. En fait, plus que ça. Donc on peut devenir une star. Ça va pas aller beaucoup plus loin, mais quand même. Elle a choisi d'étudier plus, donc elle a réussi à entrer à Hanyejong, à l'Université des Arts, avec une spécialité de pansori, ce qui est extrêmement difficile même pour les Coréens, et elle a réussi, donc voilà. Elle avait un job de comptable chez Coca-Cola, je crois. Elle a tout largué pour aller faire du pansori à Séoul. Ça nous laisse quand même, on a presque honte, on se sent un peu une responsabilité quand même. En fait, j'ai une requête. C'est vrai, faire un Chimse, c'est pas évident, n'est-ce pas? Lancer des cris d'encouragement, des interjections et tout. Mais à partir de demain, donc, on a des concerts où vous allez venir, et ne soyez pas timides. Ces encouragements donnent du courage, évidemment, la chanteuse pour continuer. Et donc, même si vous n'arrivez pas à crier très fort, vous pouvez dire ça suffit en fait. Vous voyez, parce que en fait là vous avez eu vraiment que des extraits, des choses un peu sérieuses comme ça, mais dans la continuité avec des spectacles plutôt, enfin Andersen très marrant,
et Gavroche, qui a des passages très drôles, enfin qui est un vrai Pansori, c'est-à-dire qui passe par tous les états du drame à la plaisanterie. Et quand on voit ce que donnent les chanteurs, c'est vrai qu'on a envie de leur prendre quelque chose, quoi, parce que n'ayez pas peur. Moi, j'ai connu ça au tout début. On était 3 en France à faire du succès dans les concerts. On a failli se faire sortir, quoi. On a laissé rentrer un clodo, quoi. Donc maintenant, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. C'est pour dire qu'il ne faut pas avoir peur. Voilà. Il faudrait une petite séance de répétition avant chaque concert. La chanteuse qu'on prépare en fait. Oui, certaines quand on a fait, c'est un peu nous qui avons amené ça, en travaillant vraiment avec le surtitrage et en travaillant avec les chanteuses, on les a amenées effectivement à ça quand elles font les intégrales, pas vraiment. On commence les 5-6 premières minutes, puis après elle s'arrête et elle se présente, elle dit bonjour, je suis XYZ, je suis chanteuse de Pansori, je suis très contente, donc sur titre, parce qu'elle ne parle pas français, donc on s'est préparé. Et elle dit voilà, et vous savez, le Pansori, c'est un genre, il faut que vous répondiez et tout ça. Et donc on va répéter, elles font ce qu'on a fait là. Et donc ça permet, là le public il est gagné, quoi, parce que même s'il ne fait pas de tube, il sait qu'il est il est pris dans le trame. Autre question ? Bonsoir. D'abord, merci pour la conférence, c'est passionnant. Moi, j'ai une question pour les deux interprètes. 안녕하세요. 처음으로 판소리에 배웠어요. Pourquoi est-ce que vous avez commencé à 아, 네. 저는 9살 때 제가 지금은 이렇게 생겼지만 어릴 때 좀 예뻐서 어떤 그 TV 프로그램에 선생님이 판소리를 알려주는 그런 프로그램에 제가 이제 배우는 학생으로 나가게 됐었어요. 그때 배웠던 저희 그 선생님이 지금 제가 배우고 있는 선생님이고, 그래서 그때 선생님이 제가 소리하는 걸 듣고 한번 판소리를 배워보면 어떻겠냐라고 먼저 말씀을 해주셔서 지금까지 배우고 있습니다. 감사합니다. En fait, elle a commencé à l'âge de 9 ans. En fait, pur hasard, elle a participé à un programme à la télé où les jeunes enfants apprennent un morceau de Pansori. Elle a dit, contrairement à aujourd'hui, quand elle était jeune, elle était très mignonne. Et donc, elle a passé à la télé et qu'elle a commencé à apprendre du Pansori par un professeur qui est son maître aujourd'hui. Oui, et on oublie un peu Yanga qui quand même fait un boulot de... le Kosu. Le Kosu, on l'oublie toujours, mais il fait un boulot. Kosu, la chose de tambour, elle a commencé à l'âge de 12 ans à l'école quand il y avait un cours de groupe. C'est là où elle a commencé à apprendre à jouer du tambour, à l'âge de 12 ans. L'âge coréen, attention. C'est-à-dire la complexité de ces rythmes est monumentale, surtout pour le Pansori. Enfin, en même temps, c'est des rythmes pour tout. C'est vraiment... Moi, j'ai vu, on a travaillé souvent avec des musiciens de jazz qui ont essayé de monter des spectacles un peu de world, d'accompagnement. Ils s'en sortent pas. Même les meilleurs musiciens, ils s'en sortent pas, ils comprennent pas. Ils comprennent pas les cycles, ils comprennent pas les rythmes. C'est vraiment très très compliqué. Et pareil, ils ont un apprentissage qui est énorme et ils abattent un boulot de fou. Mais on en a souvent parlé avec Martina, c'est assez comparable aux pianistes qui accompagnent les récitals de mélodie. Le pianiste, tout ce qu'on lui demande, c'est de pas faire trop de bruit, quoi. Mais en même temps, c'est lui qui porte toute la musicalité, en fait, au chanteur. C'est cette interaction qui fait... C'est pour ça qu'il ne faut pas les oublier. Mais est-ce que ces rythmes-là sont liés au rythme prosodique de la langue? Ça, c'est trop compliqué pour moi. Pour eux aussi, je crois. Oui, ta question est réelle, parce que je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu Utuli, quand ce spectacle est venu 2-3 fois en France, spectacle de la compagnie Utuli d'ailleurs, et où Kim Kwang-nim, ce grand auteur Kim Kwang-nim, travaillait et obligeait les comédiens à travailler sur la prosodie propre aux Coréens,
Et donc ça ne correspond pas vraiment au rythme traditionnel, et d'ailleurs la troupe a un peu explosé à cause de ça, parce qu'ils n'y arrivaient pas, ils en avaient marre. Mais ça donnait effectivement une musique assez intéressante, quoi. Mais voilà, parenthèse. Tout à l'heure, en fait, vous avez vu, elle a joué 2 passages avec un rythme très lent, Jinanjo, et un rythme plus rapide, Chajimori. Mais en fait, selon le texte, c'est quoi la couleur, de quoi ça parle? Selon le contenu, elle peut varier. Évidemment, au départ, il faut apprendre par cœur les rythmes fixés. À partir de là, si on est talentueux, si on est doué, évidemment, on peut improviser, on peut inventer en fonction de la couleur du texte, l'histoire du texte. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Sur les 12 mesures du cycle, par exemple, moi, j'ai découvert ça, c'est très très perturbant, mais sur les 12 mesures du cycle, il n'y a que 2 temps obligatoires. Tous les autres, il faut voir. Accentuation, tu veux dire. Ouais. Comme on le sent. Parfois, on peut les marquer tous, parfois, on laisse passer. Mais par contre, on a 2 points de passage obligatoires. Ne me demandez pas lesquels. Mais, oui. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport au sentiment Han, qui est très présent en Corée. Et j'ai l'impression qu'il y a des similarités avec le pansori. Et peut-être, peut-être qu'il est exprimé dans le pansori. Et je me demandais si les interprètes, quand elles chantent le pansori, sentent ce sentiment dans les parties dramatiques des chants. On va laisser Sojin répondre, mais la réponse est oui. Vraiment, vraiment oui. C'est très très puissant. En fait, Han, le sentiment profond, unique des Coréens, oui, évidemment, elle le sent, mais en fait, Han, c'est un des sentiments, des Coréens. Et donc, pour interpréter un répertoire de pansori, il y a évidemment le Han. Il faut interpréter, incarner le sentiment de Han, mais il y a d'autres sentiments. 다른 감정, Han 말고, il y a la joie, Hinoera, on parle des 4 sentiments en fait qui représentent chez les Coréens. Hinoera, Hi c'est la joie, No c'est la colère, 하나는 거죠. 그다음에 Et c'est la tristesse, et Ra c'est la joie. Donc il faut absolument parmi tous ces sentiments, le sentiment le plus important ou représentatif que doivent posséder les chanteurs, elle dit Yeonmin. Est-ce que je traduis bien? Yeonmin, c'est la compassion. Compassion. Il faut absolument connaître ces sensations. Une dernière question. Ah, 2 dernières questions. Bonsoir. Là, le concert était amplifié pour la voix. Est-ce que c'était vraiment nécessaire dans cette salle-là? Et d'une manière générale, dans quel type de salle est chanté le pansori actuellement? La seule réponse, c'est une question insoluble, mais c'est une vraie question. La seule réponse que je puisse vous apporter, c'est que ça a été demandé par les chanteuses. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. Moi, je suis comme vous, mais bon. En fait, tout dépend. Aujourd'hui, puisque nous, les conférenciers, ont utilisé le micro, pour avoir l'équilibre, on a raison utilisé valable, le micro. Mais tout dépend des projets, tout dépend des salles. Mais là, ça devrait être. Parce que du coup, quand elles ont des micros, c'est pas elles sont obligées de obligatoire. retenir la puissance. Et oui, voilà, c'est ça, c'est une vraie voix de poitrine, alors c'est pas nécessaire. Un concert acoustique, bien évidemment. Tout dépend des projets. Dernière. Est-ce que les costumes sont codifiés, c'est-à-dire les couleurs, les matières, etc. Est-ce que c'est aussi codifié que le chant et la musique? Alors, vous avez vu donc, dans les concerts de
pinceler classique, traditionnel, évidemment, il faut absolument respecter les codes. Alors que dans d'autres concerts pincelés de création... C'est vrai que quand Kim Yong-ja monte sa petite culotte, c'est pas dans les règles classiques. Mais dans des concerts traditionnels, vous n'avez pas le droit de frôler... Est-ce que les couleurs, il y a des codes couleurs? En fait, si on porte ces hanboks traditionnels, et que c'est pour montrer qu'on a le respect. Et c'est pas, ils disent que c'est pas obligatoire, c'est pas écrit, c'est pas obligatoire. Mais, si vous voulez, si vous voulez qu'on papote un petit peu encore, je suis désolé, ça fait un peu snob, mais on a une interview avec la télé de Jeonju juste maintenant, qu'on va faire ici. Et donc, ceux qui veulent nous attendre, ça sera avec plaisir qu'on vous voit. Par exemple, vous traînez devant la table de vente des livres, et puis on se retrouve.